toutes et à tous, nous sommes ensemble pour notre rendez-vous hebdomadaire. Les experts juridiques, c'est notre rendez-vous, donc comme je vous disais, où on va parler de vos droits. Voilà. Alors vos droits, si vous voulez comprendre un petit peu à quoi vous avez droit, vous êtes dans une histoire en ce moment, vous ne savez pas par où commencer, eh bien appelez-nous, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0262 566 566. Quand vous nous appelez, donc vous tombez sur un standard et ensuite directement sur le plateau avec nous. Et sur le plateau aujourd'hui, nous avons Maître Setama. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Je suis contente d'être là. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Puis on va passer un bon moment, n'est-ce pas, Yoanna? On va passer un bon moment puisqu'on est entre femmes parce qu'avec nous, il y a également Maître Moutou Komora-Poulé. Comment allez-vous? Bonsoir, ben ça va, très bien. Très bien. Ça va bien. Écoutez, Ravie d'être là. Eh ben, on est toutes ravies et ce soir c'est Girl Power. Alors comment ça va les femmes? Appelez-nous si vous avez des problèmes. On est entre femmes solidaires pour se soutenir. Mais messieurs, appelez-nous également. Voyons, oh là là, on est comme ça nous les femmes. On est généreuses. Il n'y a pas de souci. Les hommes, les femmes, on répond à tout le monde. 0262 566 566 pardon. Donc 566 566. Vous nous appelez, on répond à vos questions. Vous nous appelez en tout anonymat. Pas besoin de donner votre nom. En échange, vous ne citez pas les marques, vous ne citez pas les personnes impliquées dans votre affaire, en tout cas leur nom. Et si jamais Maître Setama ou Maître Moutou Komora-Poulé sont vos avocates, je vous prierai de les appeler hors antenne. À partir de demain, quelle heure? Bien, tout simplement, en tout cas, moi, je ne sais pas pour Sylvie. Moi, en règle générale, les gens, ils appellent au cabinet et ça se règle au cabinet et ça devrait se faire de cette façon, de toutes les manières. Voilà. Donc, merci à vous. En tout cas, écoutez, on va prendre le premier appel puisqu'on a quelqu'un au standard. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Bon, aujourd'hui, c'est la journée du créole, mais cause créole. Hein? Mais cause créole, madame, au contraire. Oui. Fait plaisir. Nous voilà un petit créole, madame. Bah oui, allons larguer ça en créole, donc. Allez. Bon, Madame. on a une question, là. Par Oui. exemple, madame, moi, on a une petite fille, moi, c'est la grand-mère. Et D'accord. ma petite fille a 14 ans. Elle vient d'avoir 14 ans dimanche. Elle est en garde alternée, mais elle ne veut plus de cette garde alternée. Elle voudrait une modification. 15 jours chez son papa. Non, Une semaine. un week-end, oui, un week-end sur deux. Un Et week-end puis moitié sur des vacances. Ok. Elle demande d'aller voir le juge des affaires familiales, dit à sa maman, pour comme une modification du jugement. Oui. Mais ma question, c'est, par exemple, le juge, il maintient la garde alternée. Oui. L'enfant, il dit, malgré ça, elle ne veut plus partir. Elle va rester à la maison, elle va les cacher dans les toilettes. Mais ma D'accord. question, c'est, supposons, est-ce que la mère, la maman sera hors la loi? Supposons l'enfant, il ne veut pas Oui, est-ce sortir que dans la l'enfant- maison. est-ce que Est-ce l'enfant que n'a le la père parole? n'aura le droit de prendre l'enfant de force, d'entrer dans la maison, de brutaliser l'enfant, ou bien même à l'école, hein, quand sera sa semaine, de venir chercher l'enfant de force? Comment ça va se passer, madame? D'accord. Alors, bonsoir, Maître madame. Setama. Hein, donc, Bonsoir. m'y comprend ou te soucie, parce que bon, c'est vrai que les histoires d'enfants entre les parents séparés, c'est des choses qui sont jamais simples. Hein. Là, dans cette situation-là, la garde alternée, c'est vrai que c'est une mesure qui arrange les deux parents. Et parfois, l'enfant, au milieu de tout ça, donc se sent une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, et est toujours en train de changer de domicile, ce qui n'est pas chose simple pour l'enfant. Alors, si votre petite fille, elle n'a plus envie d'être dans cette situation, elle peut effectivement demander aux parents chez lesquels elle a envie de résider de manière habituelle, de ce que Mal a compris, elle veut résider chez sa maman. Elle lui demande à sa maman de présenter une requête auprès du juge aux affaires familiales. Et dans la requête, elle accompagne une lettre rédigée par l'enfant dans laquelle l'enfant demande son audition. L'audition, si elle est demandée par l'enfant, est obligatoire. Donc un juge qui examine le dossier à ce moment-là ne peut pas refuser d'entendre l'enfant. Et c'est au moment où le juge va en même temps examiner la demande faite par la maman et doit entendre l'enfant que l'enfant pourra s'exprimer avec le juge, dire effectivement son mal-être par rapport à la résidence alternée, exprimer ce qu'elle souhaite, et c'est au travers de ce qu'elle dira au juge. Elle est toute seule avec le juge ou bien assistée d'un avocat qui n'est pas celui ni du papa ni de la maman. Donc elle est totalement à l'aise. Donc votre petite fille, donc elle dira ce qu'elle a envie de dire, et le juge donc aux affaires familiales qui prend en considération certes l'intérêt des parents, mais d'abord et surtout l'intérêt de l'enfant.
Donc à partir du moment où un enfant exprime clairement quelle est la situation qui lui convient le mieux, le juge est obligé d'en tenir compte. Alors attention madame, le fait qu'elle s'exprime devant un juge, ça ne veut pas dire que le juge peut faire droit à la demande de la maman et arrêter la garde alternée. Oui. Alors si ça ne se fait pas, et vous avez déjà évoqué cette hypothèse-là, ma foi, si ça ne se fait pas, il faut quand même savoir que un gendarme ou bien un parent ne pourra pas tirer un enfant par le bras pour l'obliger de venir avec lui. Ça, c'est pas possible, surtout que votre petite fille, est en pleine adolescence et on sait très bien que les adolescents ne se laissent pas faire. Ça va pas être simple pour le papa s'il oblige sa fille à venir avec lui alors qu'elle n'a pas envie de venir. Je pense que l'intelligence voudrait que chacun comprenne qu'un enfant, à un moment donné, s'il se sent plus bien dans la situation où il se trouve, il faut tenir compte de ce qu'il exprime, parce que c'est de cette manière qu'on respecte son enfant et qu'on a envie qu'il évolue positivement. Je souhaite de tout mon cœur, en tout cas, que ça se passe bien pour votre petite fille. Oui, mais le père ne sera pas d'accord, lui. C'est pas grave, c'est pas grave, faites comme je vous l'ai dit. Oui. Logiquement, ça devrait bien se passer. On pose une question toujours au cas où la garde alternée sera maintenue. Pardon ? On est en train de faire tout ça, hein? Oui, c'est très bien. C'est tout. Mais je vous pose toujours une question au cas où la garde alternée sera maintenue. Oui, justement, je viens de vous répondre. Et si la garde alternée reste maintenue, ma foi, donc, comme je vous l'expliquais, le papa, il pourra pas tirer sa fille par le bras pour pouvoir l'emmener. Oui. La seule chose qu'il pourra éventuellement faire, c'est d'aller à la gendarmerie ou à la police pour déposer plainte contre la maman en disant que la maman ne représente pas l'enfant. Mais dans la mesure où c'est pas du fait de la maman, quand elle est entendue par les gendarmes ou les policiers, elle emmène la fille et elle laisse la fille s'exprimer. Donc ça va être un peu compliqué pour ensuite venir reprocher à la maman une non-représentation d'enfant alors que c'est la jeune fille qui ne veut pas partir. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée, madame. Sur le plateau. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bon courage, au revoir. Bonne continuation. Bonne soirée. Au revoir. 0262 566 566. On est sur le plateau des experts. Y a-t-il quelqu'un au standard? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. En fait, j'ai une petite question. Oui. Oui, en fait, j'ai un ami. Oui. Il a des enfants avec une personne. D'accord. Et en fait, il a un peu de doute sur la personne et il voudrait avoir un test de paternité. D'accord. Et on aimerait savoir les démarches à effectuer, en fait. Juridique? Oui. D'accord. Bon. Ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Ça tombe bien. On est là pour ça. Alors, votre ami a des enfants avec une personne. Oui. Et votre ami, c'est le papa. Oui. Voilà. Donc, il a un doute sur sa paternité. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il en a déjà parlé à la mère de ses enfants d'abord? Oui. Oui. Ce qu'il peut faire si d'aventure ces doutes se confirment, alors il y a une procédure qu'on appelle une action en contestation de la paternité. C'est une action qu'on peut engager devant le tribunal de grande instance. Voilà. S'il habite à Saint-Denis ou les environs, ça peut se faire sur Saint-Denis ou sur Saint-Pierre. Et dans le cadre de cette action en contestation, la plupart du temps, il y a une expertise ou génétique ou sanguine qui est réalisée. Elle est ordonnée, elle est de droit. Il faut qu'il demande, bien évidemment, d'abord il faut qu'il prouve qu'il y a des doutes sur sa paternité, parce que ce n'est pas seulement de le penser qu'il va convaincre le juge. Il faut qu'il apporte quelques éléments, des attestations qui pourraient laisser penser que ce doute est un doute tout à fait avéré, et demander une expertise génétique ou sanguine. Le tribunal fera droit à cette expertise et il y aura cette expertise qui est faite la plupart du temps par un expert de Bordeaux. Et lorsque le résultat reviendra, on aura précisément des éléments sur sa paternité ou sur sa non-paternité. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il existe sur Internet un certain nombre de tests de paternité pour justement le faire, mais ça n'a aucune valeur en droit français et aucune valeur devant un tribunal. La seule façon aujourd'hui d'avoir une expertise sanguine, c'est
absolument passer par un avocat qui saisira le tribunal. D'accord. Voilà. Mais comme je vous dis, il faut quand même avoir quelques éléments. On ne va pas devant le juge juste parce qu'on a l'impression que ça n'est pas notre enfant. Il faut avoir quelques éléments qui pourraient prouver que, que la mère a eu des relations avec un autre homme ou a fréquenté quelqu'un d'autre pendant le délai de conception. D'accord. Et le test, ça coûterait combien? Alors, en fait, lorsqu'il est ordonné par le tribunal, alors il y a toujours deux possibilités. Si vous êtes bénéficiaire d'une aide juridictionnelle, vous n'avez rien à payer. Les frais concernant cette expertise seront pris en charge par l'État. Par contre, si c'est un dossier où vous avez dû payer votre avocat, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il est évident que, au moment de l'expertise, vous allez devoir payer une consignation. Et sauf erreur de ma part, je crois que c'est de l'ordre de 400 ou 500 euros. Ça n'est pas plus cher, mais voilà, c'est cette somme-là qui vous sera demandée. D'accord. Mais n'allez pas sur Internet prendre un kit, parce qu'il existe des kits. On s'est déjà renseigné sur Internet et voilà. je pense pas spécial. Voilà, il existe un espèce de kit là, où avec un long coton-tige, vous prenez quelques cellules au fond tout au coin de la bouche là, et puis vous envoyez je ne sais où en Europe. Ça n'a aucune valeur en droit français. Ouais, c'est ça, c'est juste pour soi, quoi. Oui, mais bon, en même temps, voilà, autant le faire dans de bonnes conditions. Donc, s'il y a véritablement un doute, s'il en a déjà parlé à la mère de ses enfants et qu'il veut aller jusqu'au bout, la seule possibilité, c'est quand même de saisir le tribunal. D'accord. D'accord. Et c'est 400-500 euros par enfant? Non. L'expertise concerne, en fait, ce qu'on appelle, nous, la consignation. C'est la somme qu'on va donner à l'expert en termes de rémunération. OK. Voilà, donc c'est une somme forfaitaire pour l'expertise. Qu'il y ait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ça ne changera pas. D'accord. C'est le tribunal qui va fixer cette somme-là. C'est ce qu'on appelle la provision. D'accord. D'accord, donc il faut saisir déjà le tribunal avant. Voilà, il vous faut absolument passer par un avocat. D'accord. Voilà. Donc, voilà, il ne vous reste plus qu'à trouver un avocat pour ça. D'accord, merci beaucoup. C'est bon, madame? Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0262566566, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes en direct sur Les Experts. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes sur le plateau avec nous en direct. D'accord, merci. En fait, j'ai eu des problèmes avec ma copine il y a quelques temps et j'aimerais savoir si c'est une réconciliation de possible. D'accord, mais juridiquement, c'est quoi votre question? Pardon? Juridiquement, quelle est votre question? Parce que j'aimerais savoir si, par rapport, vu qu'on était mariés, si après le divorce... Monsieur, je vous coupe un instant. Est-ce que vous pensez que vous appelez pour la voyance? Oui, justement. C'est parce que... Ok, donc c'est pas ça, effectivement. La voyance, c'est le vendredi soir sur Ah, Télécréole. pardon, alors. Oui, là, on est avec des expertes juridiques. Ah, donc, d'accord. Excusez-moi, alors. Voilà, donc, voilà. Merci, au revoir. Alors, repassez vendredi avec grand plaisir. C'est au même numéro, c'est ça? Le standard, c'est le même numéro? D'accord. Voilà, c'est tout à fait le même numéro. Donc, vendredi, à partir de pareil. Merci, au revoir. Je vous en prie. Au revoir. 0262566566, pardon. On est sur le plateau des experts avec des avocates. La voyance, c'est le vendredi soir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Et je voudrais avoir une petite question à des avocats, s'il vous plaît. Ah, si c'est pour les avocats, c'est bon. On vous écoute. Je voudrais une petite question parce que un compromis de vente, c'est quoi, s'il vous plaît? Un compromis de vente, qu'est-ce que c'est, Maître Setama? Un compromis de vente. Bonsoir, monsieur. Alors, un compromis de vente, c'est un engagement pris entre deux personnes, un le propriétaire, l'autre l'acheteur, dans lequel on va
décider donc d'acheter un bien, la plupart du temps immobilier, c'est-à-dire une maison, un terrain, ou les deux en même temps. Ouais. Et dans ce document qui est rédigé par un notaire, le propriétaire d'un terrain ou d'une maison, il va s'engager à vendre à un acheteur un bien, donc sur une période donnée, et il va fixer le montant de cette vente. Ce compromis de vente, en règle générale, est rédigé pour une période de 3 mois. Elle peut être d'un petit peu plus. Des fois, quand les gens ils ont besoin de faire un prêt auprès d'une banque avant donc d'acheter le bien, eh bien, ils demandent un délai supplémentaire. Voilà ce que c'est qu'un compromis de vente. Alors, il faut savoir, monsieur, que lorsque vous signez un compromis de vente, que vous soyez acheteur ou propriétaire, dans la mesure où vous vous engagez, que vous êtes d'accord sur le bien à vendre et sur le prix de ce bien, eh bien, ce compromis de vente vaut vente à partir du moment où il a été signé. Ce qui veut dire que si vous souhaitez renoncer à la vente si vous êtes acheteur ou renoncer à la vente si vous êtes propriétaire, eh bien, vous pouvez avoir des difficultés dès lors que l'un d'entre vous refuse de résilier ce compromis de vente. Alors faites très attention lorsque vous le signez si vous n'êtes pas sûr de vous, que ce soit en acheteur ou en propriétaire. Si on a signé le compromis de vente, mais maintenant, je refuse maintenant. Alors, si vous refusez, il faut que la raison soit indiquée dans l'acte. C'est-à-dire qu'en règle générale, lorsque l'on signe un compromis de vente, on conditionne l'achat du bien à l'obtention d'un prêt. Si vous êtes dans cette situation et que la banque vous a refusé un prêt, vous avez effectivement la possibilité de dire que la condition qui est insérée dans le compromis de vente n'est pas réalisée. Vous pouvez renoncer à la vente. En revanche, si la banque a accordé le prêt, vous êtes obligé malheureusement, même si vous n'avez plus envie, eh bien de faire la vente. Parce que le propriétaire peut très bien vous emmener devant le tribunal. Et comme je viens de l'indiquer, le compromis de vente vaut vente à partir du moment où il y a accord sur la chose et sur le prix. Eh bien, vous vous retrouvez propriétaire, puisque la signature de l'acte définitif n'est qu'une formalité dans la mesure où le compromis de vente a été signé. Oui, mais malheureusement, c'est pas ça. C'est pas moi, je suis le propriétaire, mais comme c'était un bien fonds de famille, et parce qu'il y avait un problème dans mon foyer, je voulais vendre, mais seulement, comme c'était un bien de fonds de famille, je ne voudrais plus parce que bon, j'ai vu avec les frères et sœurs, moi je décide plus de la vendre. Est-ce que c'est possible? Alors, le compromis de vente, je suppose qu'il a été signé devant le notaire. Oui. Voilà. Alors, monsieur, moi, ce que je vous conseille de faire dans ces situations-là, je viens de vous expliquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, la seule solution maintenant qui vous reste, c'est de voir avec l'acheteur, de lui dire donc que vous annulez le compromis de vente. Oui, mais seulement, j'ai eu une réunion avec l'acheteur, avec les notaires, avec un camarade de l'acheteur. Oui. Et il fait pression de moi. Je suis obligé de vendre. Alors, justement, monsieur, le problème n'est pas qu'il fait pression, là. Le problème, c'est que ce compromis de vente, comme il vient d'expliquer à haut, c'est un acte de vente à partir du moment où vous la mettez d'accord sur ce que le bien que vous savez vendre à lui et sur le prix que lui va acheter. Donc, du moment que ça, la loi prévoit que le compromis vaut vente. Donc, c'est pour la raison pour laquelle là, il ne me fait pas pression dessus. Là, il explique à haut que lui veut acheter et que l'obligé de vendre. Oui, là, si ne veut plus maintenant. Si vous ne veut plus vendre, malheureusement pour vous, s'il a point de raison insérée dans le compromis de vente qui permet à vous d'arrêter la vente, eh bien, vous sera obligé, il va emmener devant le tribunal et le tribunal va considérer que le compromis de vente est la vente et va autoriser Ali à verser l'argent chez notaire et puis va transférer la propriété au nom du monsieur. Ah bon? Ouais, c'est comme ça que ça se passe, monsieur. Alors maintenant, monsieur, là, on connaît ou appelle à nous et comment dirais-je, moi, il parle là-haut du droit d'une manière générale, comment est-ce que ça se passe? Peut-être, monsieur, mais il ne connaît pas. Peut-être qu'on a une petite clause dans le compromis qui mériterait de faire regarder par un avocat sur place. Allez voir un avocat, mon tout compromis. Mais il pense que s'il a une petite clause, quelque part, il peut rendre au service. Peut-être que ça peut jouer. Mais en l'état, si tout est bon, tout est bien fait, il n'y a pas de clause, il n'y a rien, le compromis vaut vente. Mais c'est simplement... C'est simplement un compromis de vente signé, c'est pas un acte de vente. Comme il vient d'expliquer au monsieur, vous êtes d'accord sur ce que vous savez vendre. Il est d'accord à payer le prix.
Du moment qu'il y a ces deux choses-là dans le compromis de vente, et s'il n'y a pas de conditions pour réaliser la vente, le compromis, dès lors qu'il est signé, vaut vente. Ben oui. Ah ouais. Voilà. Et le notaire a dû dire où ça, monsieur? Ouais, même après, bon. Ben voilà, le notaire a dû dire où, monsieur? Parce que c'est une obligation d'information du notaire. Voilà, donc vérifiez dans votre compromis Il reste s'il y a des clauses. Voilà. S'il y a des petites clauses qui peuvent faire que ça change. Essaye voir un petit peu de compromis par quelqu'un, monsieur. Ok. Voilà. Ok, merci, madame. Bonne soirée. Merci, monsieur. Au revoir. Allez, bye. Bonne soirée, au revoir. 0262 566 566, on est chez les experts. Pour les personnes qui appellent pour la voyance, sachez que ce vendredi soir, il n'y aura pas de voyance. Ce sera remplacé par un rallye, donc il faudra appeler dès vendredi prochain. Voilà, vendredi, pas de cette semaine, mais celle d'après. Ce sera le vendredi 6 novembre. Et donc ce soir, si vous nous appelez, c'est pour des problèmes juridiques. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, voilà, j'aimerais avoir un petit conseil. Voilà, je me suis séparée de mon conjoint et vu qu'on a un enfant en commun, il y a eu un procès, on va dire, pour définir les droits de visite et aussi les pensions. D'accord. 2 ans après que cela soit fait, pour des raisons personnelles, j'ai dû quitter la métropole pour venir m'installer ici. Suite à une discussion avec mon ex-compagnon, il m'a fait savoir que vu qu'il n'avait en aucun cas été fait un accord écrit, que ça restait un accord verbal, que j'étais en faute du fait de ne pas avoir signalé que je quittais la France pour venir m'installer ici et qu'il était en droit de me poser des problèmes au niveau d'un juge. J'aimerais savoir si c'est le cas et si oui, qu'est-ce que je dois faire au niveau des démarches pour me remettre, pour régulariser la situation en fait. Bon, Oui. Maître Moutou, comment vous voulez. Oui, c'est vrai que vous êtes dans une situation assez délicate, hein, il faut se le dire. Bon, au moment où vous avez eu le projet de quitter la métropole, vous en avez informé le père de votre enfant. Il était au courant de quand est-ce qu'on allait prendre l'avion. Il est d'ailleurs au courant de ma nouvelle adresse. Il est venu prendre la petite pour des vacances. Mais suite à une discussion, il m'a fait savoir que malgré tout, il n'y avait pas d'accord au niveau écrit et qu'il pouvait très bien dire qu'il n'était pas au courant, qu'il n'y avait pas de preuves. D'accord. Lorsque vous l'en avez informé, ça s'est fait de manière verbale ou un échange de mails ou je ne sais pas. Par email, voilà. Mais alors, apparemment, ça ne ferait pas office de preuve par email. Ah bon? C'est lui qui le dit? Le père me dit. Oui. Oui, ben écoutez, il peut vous dire plein de choses. Hein. Bon. Oui. Ce qu'il y a de sûr, en règle générale, lorsqu'on a un projet de partir, il est intéressant de saisir le juge aux affaires familiales, surtout lorsque l'autre parent n'est pas d'accord. Alors, pour éviter qu'il y ait des problèmes, à ce moment-là, on saisit le juge aux affaires familiales en informant le juge du projet que vous avez, en le justifiant, que vous le faites pour des raisons qui sont tout à fait légitimes et non pas uniquement pour écarter le père, pour écarter l'enfant de toute visite ou de toute relation avec son père. Voilà, vous saisissez le juge. Mais si dans votre situation, il y a eu un accord verbal, vous avez des mails qui pourraient bien justifier que vous l'en avez informé, vous lui avez donné votre adresse et que d'autre part, il a accepté cette situation puisqu'il est venu chercher l'enfant ici, il n'y a pas aujourd'hui de difficulté et il ne peut pas vous faire vous poser des problèmes. Maintenant, ce qu'il y a de sûr, c'est que le père, il vit en métropole, c'est bien ça? Il vit à l'étranger maintenant. Voilà. Il a déménagé lui-même sans en avertir lui aussi au préalable le juge. Voilà, alors si il est sûr qu'entre le moment où vous étiez tous les deux sur le même territoire et que maintenant vous avez mis quand même 10 000 km de distance entre vous, le droit de visite, son droit de visite qui était mentionné dans la première décision, elle ne peut plus s'appliquer. On est d'accord? Le droit de visite, en fait, il n'y a pas eu de droit de visite clairement établi. Vu son travail, il était convenu qu'il verrait la petite selon ses disponibilités. Ça a toujours été comme ça. D'accord. Donc c'est un droit de visite qui est libre. Il avait juste à vous informer à l'avance de ce qu'il allait prendre l'enfant.
C'est ça. Voilà. Donc, si véritablement, vous, pour l'instant, vous êtes dans votre bon droit, vous l'en avez informé, il était au courant, et il y a une acceptation tacite puisqu'il est venu chercher l'enfant, en fonction de ses disponibilités, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, s'il devait saisir le juge aux affaires familiales, il devrait saisir le juge aux affaires familiales d'ici, puisque l'enfant vit à La Réunion. Oui. Voilà, donc s'il le fait, vous pourrez vous défendre en faisant état des mails échangés et le fait surtout qu'il a toujours su qu'il y avait un projet et que ce projet, voilà, vous l'avez réalisé. Donc il ne faut pas vous angoisser parce qu'il fait pression sur vous. Mais maintenant, s'il entend mener à bien son projet et saisir le juge aux affaires familiales, vous vous défendrez à ce moment-là. D'accord. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de recontacter le tribunal de France pour leur signifier de ma nouvelle adresse, etc., etc. Non. D'accord. Non, parce que aujourd'hui, puisque votre enfant vit à La Réunion, c'est le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l'enfant qui est compétent. Donc, ça ne peut pas être celui de métropole. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Écoutez, j'espère vous avoir rassuré, au moins. Oui, beaucoup. Je vous remercie, en tout cas. Merci, madame. Au revoir. Bonne soirée à vous. On est donc sur le plateau des experts. On est sur Télécréole en simultané sur Créole FM. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bienvenue. C'est la première fois que je téléphone. Là, j'ai grand besoin de vous. Eh bien, écoutez, on est là. Ça tombe bien. Voilà. On vous écoute. Oui. Alors, dites-nous. Oui. Voilà, en ce moment, j'ai quelques petits problèmes. J'ai une voiture qui a été saisie. Oui. Avec un contrat. Mon contrat a été licencié de la boîte. Depuis avant 2000. D'accord. Et ma voiture était saisie et voilà, maintenant, la Sorifil a envoyé le dossier à la DSO en métropole. D'accord. Et en plus que ça, moi j'avais une carte Innova, il ne connaît pas, il ne croit pas comment elle a épuisé et tout, maintenant il croit que j'en ai qu'à moi. Et maintenant, moi j'ai pris deux dettes, madame Timondo, une dette de 15 900 € et une dette de 1 200 € que je dois pour la carte Innova. Mais que tu crois faire, madame? Ok, écoutez, je pense qu'on va pouvoir vous aider. Alors, monsieur, bonsoir. Oui. Alors, bienvenue sur le plateau, parce que c'est la première fois que vous nous appelez. Alors, je comprends bien votre situation dans la mesure où vous ne travaillez plus, vous vous retrouvez avec des engagements que vous ne pouvez pas honorer, avec notamment la saisine de votre véhicule par un organisme de crédit. Je pense que vous n'avez pas contesté cette saisie et que le véhicule a dû être revendu au moment où on vous parle. C'est bien cela? Si, j'ai contesté pour dire que si je ne peux pas attendre 1 mois, 2 mois pour essayer de repayer et tout, mais ils ont dit non. Non. Ils ont dit qu'ils viennent prendre la voiture tout de suite. D'accord. Et vous êtes obligé de remettre le véhicule, monsieur. Il ne faut surtout pas... Oui, je connais, moi, je viens de donner, je connais. Voilà, donc il faut rendre la voiture. Alors, par contre, monsieur, le crédit, malheureusement, ça doit être les crédits bail que l'on signe, qui fait que, au lieu d'avoir des échéances de crédit, on a des loyers à payer tous les mois. Et malheureusement, le véhicule est saisi, eh bien, on récupère le prix de la vente du véhicule, parce que le véhicule est vendu par la suite. On déduit du montant restant du crédit à payer et vous vous retrouvez donc avec le solde du crédit à payer. C'est le montant probablement que vous avez indiqué qui est également augmenté des intérêts au taux légal. Donc, plus vous payez, mais vous ne trouvez jamais la fin parce que, il y a les intérêts à chaque fois. Voilà. Et vous avez le crédit qui correspond à la carte de crédit que vous avez également récupérée. Alors, quand vous êtes dans cette situation et que vous n'avez pas de travail, que vous avez un salaire qui ne peut plus faire face à vos engagements financiers, vous avez la possibilité de saisir la commission de surendettement. L'avantage de saisir cette commission de surendettement, premièrement, elle arrête toutes les procédures d'exécution qui sont lancées contre vous. Notamment... Où ça, madame? Pardon? C'est à Saint-Denis, monsieur. Vous constituez un dossier... Sur Saint-Denis. Sur Saint-Denis, alors sur Saint-Denis, il n'y a pas? M'y connais pas, monsieur. Faut renseigner à où? Alors, moi, m'y connais que l'adresse est sur Saint-Denis, mais m'y peut pas dire où s'il y a une antenne sur Saint-Pierre. D'accord. Alors, en tout état de cause, donc, où saisit cette commission et où joint ou justificatif de revenus,
ou joint également la preuve qu'on a des dettes qu'on n'arrive plus à payer. Et à ce moment-là, donc, vous constituez un dossier, la commission y répond à vous, vous avez bien reçu le dossier, et que les autres examinent le dossier. Ensuite, ces autres qui contactent les organismes de crédit, et ces autres qui font des propositions de remboursement selon ou de capacité à ces organismes de crédit-là. Et l'avantage également, c'est que les intérêts qui courent en ce moment, eh bien, les arrêter. Donc, on paye que le principal, on paye plus le banc des intérêts. D'accord. Et donc, ça est vachement intéressant pour vous, parce que ça y permet à vous de payer votre crédit, d'avoir un second souffle. Et le temps que la commission y examine notre crédit, eh bien là encore, on a le temps de faire un petit peu de trésorerie, parce qu'on n'est pas obligé de payer pendant cette période-là. Donc, on va avec l'organisme la commission de surendettement, les modalités de paiement, et des fois même, quand l'échéance proposée est trop longue pour certains organismes de crédit, on en a 2, 3, ils abandonnent des créances, et il peut permettre à eux, ma foi, de repartir sur de bonnes bases. Ouais, parce que moi, j'en essayé de trouver une solution un petit peu de temps. Oui. Là, ils montent déjà quelques années, ces affaires-là. On était à La Réunion, la partie de d'ici La Réunion. Oui. Après, ils ont envoyé un métropole. Mais ça, c'est normal. Là où la suivre le circuit. Là, envoyez-moi un papier pour qu'on vienne saisir, moi, pas rien, madame. Mais pas grave, fais ce que malade à vous, monsieur. Fais la commission de surendettement, mais casse pas la tête. Normalement, avec cette procédure-là, vous devrez retrouver un petit peu de sérénité, monsieur. Ils vont arrêter de vous harceler. Vous savez pas informer pour l'adresse surendettement, là, madame? Alors, monsieur, là, malheureusement, on n'a pas ça en tête, mais ce que vous pouvez faire, alors, si vous avez quelqu'un qui connaît manier un petit peu Internet, regarde sur Internet, ou bien sinon, là, regarde un petit peu dans l'annuaire, quelque chose comme ça, on va trouver. C'est là le problème, on a décidé, madame Anne, pour le. Mais justement, monsieur, le problème va être résolu là. Oui, c'est très bien. Il retourne le papier ici avec un notice chez La Réunion. Monsieur fait cette maladie à vous. Arrête, monsieur, c'est très bien la commission de surendettement. Moi-même, personnellement, dans ma famille, j'ai des gens qui l'ont fait. Et vraiment, ils arrêtent de vous harceler et vous êtes mieux. Voilà, plus de sérénité. On va avoir l'adresse surendettement. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment bien. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous, monsieur. Bonne soirée, au revoir. Bon courage. Donc, on est donc sur le plateau des experts, 0262 566 566. Y a-t-il quelqu'un au standard? Oui. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, voilà, je vous téléphone là. Oui. C'est juste pour avoir un renseignement, un avis. D'accord. En 2014, j'étais victime de braquage, mais il y avait un témoin. Mais le témoin en question, il ne veut pas parler, il ne veut rien dire. Au contraire, après, il est venu m'agresser verbalement, mais sinon, peut-être physique aussi, il voulait m'agresser. Mais jusqu'à maintenant, je n'entends rien de cette plainte-là, même pas, à vrai dire, comme si cette affaire est classée sans suite, quoi. D'accord. J'aimerais avoir votre avis. Ok, Maître Moutou. Alors, vous dites avoir été victime en 2014, c'est ça? Oui. En juillet 2014. En juillet 2014. Alors, il est vrai que vous avez déposé plainte. Souvent l'enquête prend un peu de temps, prend plusieurs mois. Hein. Donc, il est vrai que vous avez peut-être l'impression que il n'y a rien qui s'est fait, mais vous pouvez peut-être essayer de recontacter ou la gendarmerie ou le commissariat où vous avez déposé plainte. Vous avez essayé de voir le policier ou le gendarme qui s'était occupé de ce dossier? Il m'a convoqué l'année dernière, mais depuis, je vois rien, au contraire. Je vous dis ça, je ne fais pas de critique. La personne, le témoin en question, là, les mauvaises fréquentations, là, c'est un vendeur de sa main, quoi. Hein. Et à vrai dire, chaque fois que je vois ça, Bon. Alors, il y a deux choses à faire. Voilà, il y a deux choses à faire. Alors, vous avez déposé plainte, vous avez des références, hein, sûrement vous avez pu récupérer un exemplaire du procès-verbal d'audition. Oui. Vous retournez, ça s'est passé à la gendarmerie ou au commissariat? À la gendarmerie. Voilà. Vous appelez ou vous retournez au commissariat, expliquez que, ça fait plus d'1 an que vous avez déposé plainte, vous voulez savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Ça, c'est la première démarche. Oui. Si au niveau de la gendarmerie, ils ne vous disent rien, ils vous disent, nous, on ne sait pas, on a envoyé chez monsieur le procureur de la République et on n'a pas de réponse, etc. Ce que vous pouvez faire, à ce moment-là, il faut questionner le procureur de la République pour savoir quelle est la suite qu'il a entendu donner à cette plainte-là. Est-ce que la plainte a été classée sans suite ou est-ce que, justement, l'enquête est toujours en cours?
Ah, d'accord. Voilà. Donc, la plupart du temps, nous, les clients viennent nous voir et c'est nous qui faisons ce courrier au procureur de la République. Mais je pense que vous pouvez le faire aussi, hein, il n'y a pas de difficulté. Oui. Ensuite, s'agissant du deuxième problème que vous avez, à savoir, vous avez subi des pressions d'un témoin. Oui, du témoin. Alors, vous, ce que vous aviez fait au moment de la plainte, vous avez donné le nom de ce témoin. Oui, justement, c'est le fait que j'ai donné le nom de ce témoin. Il est venu m'agresser verbalement. À vrai dire, entre le braquage et l'agression du Zamani en question, celui qui m'a le plus affecté, c'est le Zamani, quoi. Ouais, il était en mal, tout ça, et physiquement, lors du braquage, j'ai des cicatrices, les deux jambes. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment difficile à oublier, tout ça. Mais bien sûr, non, mais là, il n'est pas question pour vous de laisser les choses en l'état. En fait, si il vous a agressé, vous pouvez tout aussi bien aller déposer plainte contre lui. J'ai fait une main courante, mais à vrai dire... La main courante, vous savez, la main courante, c'est une preuve que vous vous préconstituez. C'est juste une mention qu'on va mettre quand c'est chez les gendarmes, c'est sur un registre. Mais le mieux, si véritablement, comme on a l'impression à entendre votre voix, il y a beaucoup d'émotions et que vous avez quand même, vous êtes angoissé, le mieux c'est d'aller déposer plainte. Mais avant, voyez au niveau de la gendarmerie où est-ce qu'elle en est cette plainte. D'abord, la plainte initiale que vous avez déposée. Expliquez aux gendarmes que vous avez aussi subi celle du témoin, parce que très certainement, il ne voulait pas être entendu. Et essayez de relancer un petit peu cette affaire-là. Et si vous n'avez pas de votre propre initiative, si les choses n'avancent pas, ou vous allez voir un avocat, pour qu'il vous fasse un courrier au procureur de la République qui essaie de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est dans ce dossier, ou vous faites vous-même votre lettre au procureur de la République en mentionnant les références du procès-verbal, à quelle date vous avez déposé la plainte, et surtout si vous avez des références. Et si je fais une lettre au procureur, les gendarmes ne vont pas être contents, non ? Et pourquoi ? Ah non, pas du tout. En fait, toute enquête qui est diligentée, elle est faite sous l'autorité du procureur de la République. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est le procureur qui va dire aux gendarmes ou aux policiers, il faut enquêter dans tel dossier, etc. Donc, il est normal que si vous voyez que les choses n'avancent pas, vous vous référez au procureur de la République. Oui, madame, mais quand il y a un témoin, logiquement... Il doit être entendu, ce témoin. Voilà. Il va être convoqué, qu'il y aille. Tant mieux, s'il n'y va pas, c'est lui qui décide de ne pas y aller. Mais vous avez mentionné qu'il y avait un témoin, il doit être entendu. Justement, il m'a agressé, il était en zamal, tout ça, et jusqu'à maintenant... Non, mais écoutez, retournez voir les gendarmes. Ils sont, la plupart du temps, ils sont très gentils et ils peuvent essayer de comprendre la situation et essayer de relancer un petit peu cette plainte-là. Oui. Madame, par contre, je vous pose une question encore. Par exemple, l'affaire avec la 638. Oui. J'ai subi, physiquement, des marques sur mon corps, tout ça. Les deux jambes, c'est marqué par ce braquage. Mais est-ce que j'ai pas droit à une indemnisation, moi? Alors, si d'aventure c'est classé sans suite, oui. Si le procureur, classement sans suite, c'est que le procureur estime que lui il ne va pas engager des poursuites, il ne va pas le faire convoquer par exemple devant le tribunal correctionnel. S'il le fait, vous devez être informé d'abord. Oui. Ou par la gendarmerie dans laquelle vous avez déposé plainte, ou par un courrier qui vous arrive des services du procureur de la République. À ce moment-là, vous allez voir un avocat. Et avec cet avocat, vous avez moyen de faire ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire vous obligez le procureur à poursuivre en saisissant un juge d'instruction. Si vous ne voulez pas vous arrêter à ce classement sans suite, vous avez moyen de le faire. Mais pour ça, il vaut mieux aller voir un avocat. Ouais, voilà. Bon, je vous remercie pour le renseignement. Je vous en prie. Merci à vous, madame. Merci, au revoir. Bon courage à vous, bonne soirée. Au revoir. On est donc sur le plateau des experts 0262 566 566. Y a-t-il quelqu'un au standard? Oui. Bonsoir, monsieur. Allô? Allô, oui, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Sur le plateau. J'ai un petit souci avec une locataire. D'accord, vous êtes propriétaire? Oui. Ok. Et la dame, elle ne respecte pas son contrat de bail.
à savoir son attestation d'assurance. Elle s'obstine à ne pas me le remettre. Ça fait 2 fois que j'ai envoyé 2 mises en demeure bien à des... Comment dire? L'an dernier et cette année aussi. D'accord. Et c'est toujours la même chose. La maison est sale, dégradée. Et carrément, là, pour couronner le tout, elle a abandonné le logement. Elle est partie vivre ailleurs avec quelqu'un d'autre. Un monsieur, et elle a laissé son enfant de 21 ans, 22 ans à peu près, qui est en train de faire n'importe quoi dans la maison. Ok. Et je voulais savoir comment faire pour faire annuler son contrat de bail, parce que je sais, si elle ne respecte pas certaines conditions, je peux faire résilier ce contrat. Oui, résilier, pas annuler. Ouais. Okay. Oui. Alors, bonsoir monsieur. Alors, juste une petite précision. En dehors donc du fait qu'elle ne produise pas l'attestation d'assurance, est-ce qu'elle paye les loyers? En retard. En retard, mais c'est payé. Il y a une partie de la CAF que c'est viré réglo. Oui. Et la partie qui la concerne, à chaque fois, c'est un combat. Il faut courir derrière à chaque fois. D'accord, très bien. Alors, ça, c'était juste une précision, monsieur. Effectivement, vous avez raison. Donc, lorsqu'on ne produit pas l'attestation d'assurance, qui est une obligation du locataire en faveur du propriétaire, vous avez la possibilité, donc après une mise en demeure, vous le faites par huissier, obligé par huissier, parce que j'ai déjà fait 2 mises en demeure. Malheureusement. Donc vous devez, parce qu'en fait l'huissier donc a une façon bien particulière de le faire. Il rappelle dans l'acte qu'il va adresser donc à votre locataire un certain nombre d'obligations, et notamment un délai au terme duquel, si elle n'a pas fait ce qu'il faut, eh bien vous pourrez saisir le tribunal et vous servir du commandement de produire cette attestation pour faire résilier le contrat de bail. Donc il faut absolument passer par un huissier, vous faites le nécessaire, et ensuite c'est une cause de résiliation de bail, monsieur. Ok. Voilà, tout simplement. Ok, pas plus compliqué que ça. Et ça mais pas peut compliqué. prendre combien de temps? Bah écoutez, tout dépend de vous. Déjà, si vous allez rapidement chez l'huissier, l'huissier va faire son travail. Ensuite, il y a le fameux délai d'1 mois au terme, dans le cadre duquel elle peut vous donner l'attestation d'assurance, parce que l'huissier, quand il va délivrer le document, il va lui dire que si elle ne le fait pas dans un délai d'1 mois, eh bien, vous pourrez aller devant le tribunal pour demander la résiliation du bail. Donc, si elle veut rester dans le logement, elle va vous donner l'attestation d'assurance. Dans cette hypothèse, vous ne pourrez pas aller devant le tribunal. En revanche, si elle ne délivre pas l'attestation d'assurance dans cette période-là, vous pourrez aller devant le tribunal. Ok. Voilà, donc déjà, il faudra attendre 1 mois après avoir effectué les démarches. Et puis, si jamais d'ici 1 mois, les choses ont changé, rappelez-nous. Voilà. On va voir pour une deuxième étape. Merci bien, mesdames. Bonne soirée. Merci, Allez, monsieur. Bonne au soirée à vous. Au revoir. 0262 566 566. On est sur le plateau des experts. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je voudrais savoir si on a un compte joint. Oui. Si à la mort de la personne, là, on n'avait pas besoin des soeurs et des frères à côté, je peux retirer l'argent normalement au compte de la personne. Alors, j'ai pas tout compris. Mais bon, vous avez un compte joint avec une personne qui est décédée. Oui. D'accord. Vous voulez savoir si vous pouvez encore retirer des sous? Oui, parce que j'ai un compte joint. Oui, d'accord. Mais s'il est joint, donc il y a une partie de vos revenus qui tombe sur ce compte-là. Ah non, non, pas du tout. Elle est retraitée, cette personne. D'accord, d'accord. Bon, elle perd une retraite. Oui, aussi. voilà, elle perd une retraite. Oui. Ça n'est pas trop le problème. Je veux dire, si ce compte, il est joint, c'est-à-dire que vous avez tout à fait possibilité, puisque vous êtes titulaire aussi de ce compte, de faire des retraits, de le faire fonctionner. Voilà. Ça, il n'y a pas de difficulté. Voilà, madame. Donc je le peux faire même à sa mort. Pour l'instant, elle n'est pas morte. Parce que j'ai vu ça dernièrement dans j'étais mag. Je ne veux pas vous citer. Mais oui, non, mais là, vous avez cité un nombre. On n'a pas bien compris. Mais c'est pas grave. Oui, oui, Ah oui, d'accord. Là, j'ai compris. Oui, d'accord. Vous avez vu dans un magazine. Oui. Au décès de la personne. Hein, parce qu'on est en conjoint.
Oui. D'accord. C'est ça que je voulais savoir. Ok, vous avez un compte joint et puis à son décès, vous voulez savoir si vous pouvez toujours retirer sur mon compte sur le compte joint, normalement comme vous le faites aujourd'hui. Oui, voilà. Et la réponse est oui. Et oui. Ah d'accord, c'est ça que je voulais savoir. Maintenant, il y a une petite, il y aura quand même une petite difficulté, c'est-à-dire que si cette personne décède, il va y avoir l'ouverture de sa succession. On est d'accord? Ah non, mais elle n'a pas de bien, elle n'a pas rien. Elle n'a pas de bien, elle n'a rien. Oui, mais elle a un compte. Peut-être qu'elle a peut-être des héritiers qui vont vous demander. Oui, mais comme je vous dis, elle n'a pas de bien, elle n'a pas rien. D'accord. Donc, écoutez, si vous savez que cette personne, elle risque de décéder, que ça peut bloquer. Non, elle n'est pas encore morte. Non, elle n'est pas morte, hein, madame. Non, elle n'est pas morte, hein. Elle a 98 ans. La semaine dernière, depuis le 1er octobre, elle a 98 ans. Bon, c'est très bien. C'est très bien. On lui souhaite longue vie. Ah, voilà. C'est tellement j'arrive qu'elle arrive à 100 ans, hein, c'est ma mère. Hein. Et moi aussi, je lui souhaite vraiment d'atteindre les 100 ans et même de dépasser. 100 ans, hein. Oui. Non, mais écoutez, ce que vous pouvez faire, pour être sûr qu'il n'y aura jamais de problème à ce niveau-là, voyez le banquier. Voyez s'il n'y a pas possibilité de vous désolidariser de ce compte, d'accord ? Au moins, si d'aventure, à son décès, vous avez les autres membres de la famille qui vous fait des difficultés en disant sur ce compte, c'est l'argent de la maman, etc. Au moins, vous pouvez quand même faire fonctionner un compte, faire des retraits, etc. Oui. Donc aujourd'hui, vous avez un compte joint, vous pouvez vous désolidariser et demander à votre mère de vous signer peut-être une procuration qui vous permettrait justement de continuer à lui faire toutes ces démarches, ses retraits, etc. Mais au fait, c'est un compte que j'ai compte joint. D'accord. Et j'ai vu, je ne vais pas vous dire encore, répéter à nouveau. Oui, j'ai bien compris. En question. Oui, j'ai compris. J'ai vu le document, on m'a dit, c'était inscrit dessus, à la mort de la personne qu'on a un conjoint, c'est la personne qui a un conjoint, c'est le prioritaire. Il n'y a pas des héritiers à côté, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Et je voulais me rassurer quand même. Voilà. Là, je pense vous avoir rassuré en vous donnant un conseil supplémentaire. Si d'aventure, vous avez d'autres membres de la famille qui sont peut-être plus vindicatifs, dans ce cas, vous faites le nécessaire. Sans indiscrétion, je peux vous donner un exemple. J'avais le conjoint, mon mari, il est décédé. Oui. Mes enfants, c'était pas prioritaire, c'était moi la prioritaire. Mais bien sûr, parce que ce sont vos sous. Ce sont vos sous qui sont dessus. Mais vous avez trouvé toute seule la réponse. Oui, vous aviez déjà l'expérience. Non, ce que je voulais savoir, c'était vraiment, parce que bon, les gens disent n'importe quoi, mais au fait, j'ai vu ça la semaine dernière, je ne vous pas dire encore à nouveau. Dans un magazine. Dans le magazine. Vous avez raison, dans le magazine. C'est inscrit que la personne, que le conjoint, qui est prioritaire, mais pas les autres héritiers. Voilà. Écoutez, c'est bien ce qu'on vous a dit. Je voulais me renseigner quand même. Mais c'est très bien. Les gens disent n'importe quoi, même les revues, tout ça. Ah oui. Je voulais me renseigner quand même. Bah oui, il vaut mieux nous appeler. C'est légal. C'est la personne conjointe qui est prioritaire. Voilà. Exactement. Et une précaution en vaut bien deux. Il n'y a pas de souci. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Merci à vous, aussi. madame. Bonne soirée. Bonne santé à votre maman. Merci. Exactement. Merci. On est sur le plateau des experts. Il doit nous rester une dizaine de minutes. Y a-t-il encore du monde au standard? Oui. Allô? Oui, allô. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, mesdames. Bonsoir. C'était juste pour avoir une petite question. Hein? Oui, on vous écoute. Oui, ça fait que m'y vive avec quelqu'un. Ça fait 10 ans de ça, il a reconnu les enfants, hein, mais il n'est pas... C'était pas lui le papa, hein. D'accord. Il n'était pas lui le papa, mais il a reconnu quand même l'enfant. Et là, maintenant, ça fait que tous les deux, il a séparé, il n'a pas vécu avec longtemps. Hein. Ça fait qu'il n'a jamais vu l'enfant et ça fait qu'il veut savoir s'il peut aller au tribunal pour enlever son nom, quoi. D'accord. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, la question que vous souhaitez, que vous avez posée, c'est de savoir si on peut contester donc une reconnaissance d'un enfant quand on considère qu'on n'est pas le papa. 10 ans. Voilà, parce qu'il avait 20 ans, hein, et là, il en a 30 quelques années. Bon, alors, madame, la contestation de reconnaissance de paternité est possible, mais il y a certaines conditions.
Et parmi l'une d'elles, il faut qu'il justifie au niveau du tribunal des raisons pour lesquelles il souhaite contester la paternité. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'il engage cette procédure, il doit dire qu'au moment où il reconnaît l'enfant, il considère qu'il en est le père. Et au moment où il conteste la paternité, il doit apporter la preuve qu'il a eu connaissance qu'il n'est pas le père de l'enfant. Et il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. C'est-à-dire, on est venu le voir, on lui a dit qu'il n'était pas le père de l'enfant. Donc, il produit des attestations de témoins, par exemple, parce que c'est par ce biais que très souvent on peut faire ce type de procédure. Et avec ces éléments-là, il peut aller devant un tribunal pour pour présenter une contestation de reconnaissance de paternité. Alors, cette procédure va aboutir sur une expertise génétique. Et l'expertise génétique va confirmer ou pas qu'il est le père de cet enfant. Il est évident que si l'expertise génétique le déclare père de l'enfant, eh bien la contestation de paternité ne pourra pas aboutir. En revanche, si l'expertise génétique dit qu'il n'est pas le père, le tribunal fera droit à sa demande et va enlever son nom sur l'acte de naissance de l'enfant. Et pour ce type de procédure, il faut passer par un avocat. Il sait qu'il n'est pas le père, hein, parce que quand il est arrivé, le bébé est né, il sortait, je veux dire, il sortait pas avec la fille. Lui, il sait. La fille venait d'accoucher, quoi. Ça fait que, voilà. Oui, mais lui, il sait, mais juridiquement, on ne le sait pas. Il faut le prouver maintenant juridiquement. Voilà. Donc lui, il n'a pas de doute là-dessus. Mais il a le droit de le faire. Oui, il a le droit de le faire sous les conditions que je viens d'évoquer avec vous, madame. Voilà, bien sûr. Il faut qu'il prouve, il faut, voilà. Voilà, il faut qu'il prouve. D'accord. Merci beaucoup, mesdames. Bonne soirée. Merci à vous, madame. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne continuation pour l'émission. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, on est donc sur le plateau des experts. Y a-t-il quelqu'un d'autre à suivre? Allô? 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 Il n'y a plus personne. Alors, raccroché, comme on me dit au standard, y a-t-il quelqu'un d'autre ensuite? Oui? Allô? Allô? C'est très pénible le réseau en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Il y a des problèmes, ouais. le téléphone portable. Allô, bonsoir. Alors, monsieur, est-ce que vous avez un téléphone fixe? Non, j'ai pas de téléphone fixe. D'accord. Est-ce que vous avez un endroit où vous captez bien? Ah oui, attendez, je vais essayer de sortir. D'accord, merci beaucoup. C'est pas évident, je sais bien, parce que moi-même, en ce moment, avec mon portable, il n'y a aucun endroit où je capte bien. Ouais. Voilà. Bon, c'est mieux ici? Oui, là, c'est mieux, on dirait. Bon, voilà, je téléphone pour un renseignement. J'ai parlé de moi d'un restaurant et le monsieur ne m'a pas rémunéré. Et je voulais savoir la démarche à suivre pour essayer de trouver une solution face à cette personne-là. Donc, le monsieur travaille dans un restaurant et il n'a pas été rémunéré. Voilà. C'est bien ça, hein? C'est ça, voilà. Donc vous travaillez et vous n'avez pas payé la fin du mois. Voilà, les 2 mois qui ont suivi, j'ai considéré ça comme une période d'essai, mais il ne m'a pas rémunéré. Du coup, je voulais savoir la démarche à suivre pour essayer de réclamer. Oui, mais même pendant une période d'essai, il doit vous payer, hein? Vous êtes d'accord sur le principe? Il n'a pas réglé, il a dit comme ça, voilà. Et en plus, il a gardé mes affaires. D'accord. Et là, vous ne travaillez plus? Non, là, je suis parti parce qu'il a gardé mes affaires. On m'a conseillé d'appeler l'inspection du travail pour essayer de régler ça. Parce que je sais que dans l'hôtellerie, il y a des conventions collectives. Oui. Alors, vous aviez... en fait, il vous avait fait signer un contrat de travail? Non. Moi, j'ai considéré ça comme une période d'essai en pensant qu'il allait... il a fait ça, mais il fait tout au noir en fin de compte, ce monsieur-là, c'est pour ça. Il fait ça habituellement. Alors, donc là, vous avez un litige avec un employeur. Donc, il faut saisir le conseil des prud'hommes. Ah, le conseil des prud'hommes directement. Et en fin de compte, il faut que je prenne un avocat obligatoirement? Le mieux, c'est quand même d'avoir un avocat. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. D'accord. Le conseil des prud'hommes sur Saint-Pierre, ça. Alors, ça dépend. Vous habitez le sud? Oui, voilà. Et l'entreprise, elle est située où? L'entreprise est située au Piton-Hyacinthe. Au Piton quoi? Piton-Hyacinthe. Ah oui, d'accord. Donc il faut que vous alliez saisir le conseil de prud'homme dans le sud. Moi, d'après ce que vous me dites, il n'y a pas de contrat écrit, que c'est un bonhomme qui a un peu l'habitude de faire ça à chaque fois. Oui, mais c'est toujours en fin de compte. Voilà. Mieux vaut aller prendre un avocat parce qu'il va vous falloir prouver que vous avez travaillé chez cet homme-là. D'accord?
Et surtout, apporter des preuves, des témoignages, tout ça. Donc, allez voir un avocat, il va vous dire précisément la démarche à suivre, les pièces que vous avez à ramener. Et s'agissant de salaires non payés, en règle générale, vous pouvez le faire très vite en passant par un référé. D'accord, un référé. Voilà. Alors, aller au conseil des prud'hommes et demander un référé, c'est ça? Voilà. Et par la même occasion, passez voir un avocat. Voilà. Prenez un avocat et demandez-lui d'aller au conseil de prud'homme et de demander un référé. Voilà. D'accord. Pour aller plus vite. D'accord. D'accord. Je suivrai la marche à suivre. Merci beaucoup, mesdames. Voilà. Je vous en prie. Merci à vous, monsieur. Bon courage. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On est donc sur le plateau des experts. On arrive à la fin de l'émission. Y a-t-il encore quelqu'un au standard? Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Ah, monsieur, est-ce que vous pouvez couper le son de la télévision? Oui, attendez. Merci. Parce que nous, après, on entend tout en décalé. On entend ce qui s'est passé il y a 30 secondes. Là, c'est bon? Bah oui, ça a l'air d'aller. Ok. Donc, j'appelle pour avoir un petit renseignement. En fin de compte, j'étais en arrêt de maladie. Et bon, maintenant, comme je ne peux plus travailler. Oui. J'étais en CDI. D'accord. Et logiquement, je dois être inapte de travail. Ok. Et bon, alors à la logique, je devrais licencier. D'accord. Et je voulais savoir, comment ça se passe? Est-ce que j'aurai des indemnités ou des trucs comme ça? D'accord. Alors, maître, c'est à moi. Bonsoir, monsieur. Donc, vous avez déjà, là, vous êtes en arrêt de travail et vous avez déjà vu le médecin conseil pour qu'il vous déclare inapte? Oui, la médecine du travail, je suis déjà passé devant. D'accord. Il y a déjà au moins 3 mois. Alors, sur le petit coupon qu'on vous a remis, on vous déclare inapte, est-ce qu'il y a une possibilité de reclassement ou pas, monsieur? En fin de compte, j'ai déjà donné à mon entreprise. Oui. Et eux, ils disent que bon, c'est pas possible. D'accord. Donc, effectivement, lorsqu'il n'y a pas de possibilité de reclassement suivant les prescriptions du médecin, l'entreprise va devoir envisager à votre rencontre une procédure de licenciement. Cette procédure de licenciement, donc lorsqu'elle est mise en œuvre, ouvre droit à l'ensemble des indemnités qui vous sont dues dans le cadre d'un licenciement. Vous pourrez également prétendre à l'allocation chômage. Il n'y a pas de difficulté, monsieur. Ah, ok. Voilà. Et normalement, comment on fait pour calculer ça? Alors, il y a des textes, en fait, c'est selon votre ancienneté, déjà pour voir si vous avez droit à l'indemnité légale de licenciement. Moi, ça fait quand même 16 ans que je suis dans... Ah oui, monsieur, là, donc déjà, en fonction de votre catégorie professionnelle, donc il y a une convention collective qui est appliquée et vous avez droit au minimum donc à 2 mois de préavis. Vous avez ensuite droit à une indemnité légale qui est calculée donc au prorata du nombre d'années d'ancienneté. Et vous avez, si vos indemnités congés payés ne sont pas liquidées, également droit à des indemnités de congés payés. À la suite de quoi, donc, on vous fait donc un reçu pour solde de tout compte avec l'ensemble de ces indemnités et vous avez également votre attestation ACEDIC qui vous permet donc de vous inscrire au Pôle emploi et avoir les allocations chômage. Voilà. Mais les calculs sont réglementés, monsieur, ne vous inquiétez pas. Donc, on ne peut pas tricher là-dessus. C'est selon... les calculs sont effectués en fonction de votre ancienneté. Ok. Voilà. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur. Merci, monsieur. Bonne soirée, au revoir. On est donc sur les experts et on va prendre le tout dernier appel de cette soirée. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Par contre, votre petit renseignement, s'il vous plaît. Oui, vous êtes passé in extremis, vous êtes le dernier. On vous écoute. Et par contre, avant, je vivais avec une femme. Oui. Mais comme nous devons maintenant séparer. D'accord. On a séparé dans les cas comme ça. Mais maintenant, un enfant qui est handicapé, maintenant il est mort. Mais maintenant aussi un autre garçon, il vit avec elle. D'accord. Alors vous avez un enfant handicapé et un autre garçon qui vit avec elle? Voilà, mais l'enfant handicapé est décédé. Hein. Il est décédé. Voilà. Ah d'accord, pardon. Mais vous avez un autre enfant qui vit avec elle? Oui, la femme, il y a une fille. Oui. Et la fille, depuis que moi j'ai séparé avec la femme, hein, elle a pris la carte et la banque de la femme, sa maman. La carte de quoi? De la carte, la banque. Oui, la carte bleue. Oui. Et jusqu'à, on va dire que c'est elle qui occupe tout.
Ok. Qui paye le loyer, qui paye de l'eau, de ceci, là. D'accord. Mais ces derniers temps, la maman demandait de la carte, elle ne veut plus donner. Ok. On est parti à la poste, fait une proposition comme quoi on fait comme si la carte à pied. Ok. Mais la fille a pris aussi la carte, la maman, carte d'identité. Ok. Alors, sans la carte d'identité, pourra pas. Mais comme dit ces derniers temps, maintenant, il ne paye plus le loyer, et personne ne connaît même pas si il paye ou pas paye. Maintenant, le loyer, c'est derrière. J'ai toujours montré là, c'est un loyer de peu de 3 000 € maintenant. Vous avez 3 000 € de loyer à payer parce que vous avez du retard. Et non, la fille fait croire qu'il paye le loyer. D'accord. Et maintenant, vous avez 3 000 €. Voilà, et la carte est toujours avec la fille, et elle ne veut pas, les parents ne la personne la carte. Donc, elle a la carte bleue et la carte d'identité. Voilà. D'accord. Et maintenant, il y a l'enquête et la CBA déjà passée. Oui. Il faut qu'ils payent ça, mais comment payer? Et comment faire pour récupérer cette carte? Je ne sais pas. Alors, ça c'est assez simple, je pense. Récupérer la carte. Oui, vous allez, votre compagne, votre ex-compagne, voilà. Elle doit aller à sa banque parce que une carte lui a été délivrée. Mais elle peut tout aussi bien demander à ce que cette carte, elle soit déclarée perdue ou même qu'elle ne fonctionne plus. Donc, elle va à la banque et avec son conseiller à la banque, elle peut régler ce problème de carte là. Ça n'est pas un problème qui est insurmontable. Mais il faut aller très vite parce que la fille, votre fille, je crois qu'elle va un petit peu trop loin. Elle ne peut pas aujourd'hui se permettre de ne pas payer le loyer quand c'est elle qui gère les finances de sa mère et surtout de lui déchirer sa carte d'identité. Alors pour ce qui est de la banque, il faut que votre ex-compagne, elle va directement à la banque, en parler au conseiller et faire en sorte de désactiver cette carte-là, quitte à ensuite faire une autre demande de carte, ça c'est possible. D'accord ? Peut-être qu'au niveau de la banque, on va lui demander d'aller au commissariat ou à la gendarmerie faire une déclaration. D'accord ? Et puis, pour ce qui est de la carte d'identité, si celle-ci est déchirée ou elle est retenue par la fille en question, elle fait une déclaration de perte et elle en fait une autre, tout simplement. Ah, d'accord. Voilà. Mais il faut pas laisser trop les choses traîner parce que la dette de loyer, elle va continuer à augmenter et donc votre ex-compagne, elle risque d'avoir des problèmes. Quoi. Ah oui, c'est que la CVA dit. Voilà. Parce qu'elle a la procuration, même la maman, elle reçoit les sous comme tout le monde, si c'est le mort, comme ça. Mais jusqu'à présent, elle ne reçoit aucun, même pas un considérant. Voilà. Bon, après, voilà, il faut essayer de dire à la fille que elle peut pas agir de la sorte, surtout pas avec sa mère, quoi. Il y a un problème au sein de la famille. Vous, en tant que père, vous avez peut-être moyen d'intervenir pour que les choses se règlent assez rapidement. Oui, c'est pas votre fille. La fille, c'est pas ma fille. Oui. Ah, d'accord. Pardon. C'est la fille de la compagne. Voilà. Bon, mais écoutez. Voilà, dites à votre compagne, aidez-la peut-être dans ses démarches, accompagnez-la et faites en sorte que ça soit réglé très vite, tant au niveau de la banque et concernant cette carte d'identité. Ok. Très bien. D'accord, merci bien. Merci monsieur. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, bon courage à vous pour la suite. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Vous pouvez nous retrouver à partir de mercredi prochain. Mercredi prochain, vous retrouverez votre animateur préféré, Fred Jolet, à moins que ce ne soit moi. Mais bon, en tout cas, ce sera lui à partir de mercredi prochain à 19h50 sur Télécréole. Merci, Maître Setama. Merci, Johanna. Merci, Maître Moutouko Mora-Poulet. Merci. Je vous souhaite donc une belle soirée pour finir. Et voilà, donc de Télécréole, Créole FM, vous pouvez nous appeler dès mercredi prochain. Bonne soirée à vous, merci de nous avoir suivis.